Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen pour cette rencontre du salon Époque du livre de Caen autour du travail et d'un livre de Kochka, bonjour, qui s'appelle Ma mère s'écrit avec une petite étoile. Et pour parler de ce travail, Kochka, vous avez souhaité également inviter Sophie Bouquerel, qui a une place particulière dans la genèse de votre travail, en tout cas du travail de ce livre. Et Sophie Bouquerel, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliothécaire, Oui, médiatrice du livre. du livre. Et avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, ou en tout cas pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais, Sophie, que vous nous racontiez un peu, avant d'avoir peut-être la version de Kochka, vous nous racontiez un peu qu'est-ce qui a été détonateur de ce livre. Alors, ça s'est passé à l'occasion d'un salon du livre il y a 3 ans sur Flers. Moi, je gérais la bibliothèque de Briouze et on a reçu Kochka pour rencontrer les collégiens de Briouze. Et j'étais le chauffeur, j'accompagnais Kochka tout au long de la journée, comme on a été reçus là sur le salon. Et dans l'échange, dans la discussion, est venu, on a parlé un peu de nos choix professionnels. Et je lui ai raconté que moi, sans avoir conscience de ça, j'avais emprunté ce chemin de bibliothécaire ou de médiatrice du livre pour peut-être pas réparer, mais en fait, j'avais découvert que ma mère était analphabète, enfin je le savais depuis longtemps, mais que ce chemin, peut-être, il était aussi cette réparation par rapport au fait que ma mère n'ait pas été à l'école du tout. Voilà, donc elle est née en Algérie, de parents français et espagnols, et l'aînée de 9 enfants. Et voilà, on a échangé sur ce moment-là, et assez vite, Kochka m'a dit dans la voiture, cette histoire m'intéresse, est-ce que vous me permettez d'écrire quelque chose dessus? Alors là, c'est très bouleversant parce qu'on ne trouve pas toujours les mots pour exprimer les sentiments puis notre histoire. Et là, un mois après, à peu près, 2 mois après, sur ma boîte mail, j'avais un message de Kochka me disant que le texte était écrit, qu'il était accepté par l'éditeur et qu'il allait sortir 1 an plus tard. Voilà. D'accord. Et souvent, les anecdotes ont 2 versions, ou en tout cas, la fiction s'immisce dans l'écart entre les 2 versions. Est-ce que vous raconteriez les choses comme ça, Kochka ? Alors juste, je voulais rectifier, ce n'est pas moi qui ai souhaité que Sophie soit là. C'est plutôt le texte qui nous a rapprochés, en fait, et je trouve ça tout à fait merveilleux. C'est la première fois, hier, on a fait des rencontres dans les classes, et c'est la première fois que je fais des rencontres avec quelqu'un. Et c'est la première fois, en fait, que j'ai un texte qui vient de l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est elle qui m'a donné la graine. Voilà, donc, pardon. Donc tu me disais de dire ma version à moi. Oui, est-ce qu'elle est identique ou comment la raconteriez-vous ? Alors quand Sophie m'a dit que sa maman ne savait pas lire et que je me suis dit, mais c'est extraordinaire, sa maman ne sait pas lire et elle est à la tête d'une maison pleine de livres et elle transmet les livres, ça m'a forcément parlé. Alors moi, j'ai vécu mon enfance au Liban et... alors, j'ai une enfance un petit peu particulière. Je suis de maman libanaise et de papa français. Comme papa n'a jamais appris l'arabe, j'ai grandi en français. Donc, ma langue maternelle, c'est la langue de mon père, c'est le français. Je suis née sur le sol de ma mère, mais comme au Liban, la nationalité ne se transmet pas par le sol, mais par le père. Donc, je suis française. Donc, je suis née sur le sol de ma mère, mais avec la tête de mon père. Je suis beaucoup plus occidentale qu'orientale, avec 4 prénoms. On m'a donné 4 prénoms, aucun n'est oriental. Ma maman ne nous a pas vraiment transmis sa langue. Alors, comme on est allé à l'école, j'ai appris l'arabe. Mais comme je l'ai appris comme une 2e langue, j'étais carrément nulle en arabe. Donc, je devais descendre 2 classes en dessous
pour l'arabe. Donc j'ai vécu en fait dans mon pays d'enfance comme une étrangère, avec une tête d'étrangère et avec l'impression de ne pas être à ma place. Et j'ai toujours... j'ai mis du temps avant de devenir libanaise, en fait. Par contre, quand quand la guerre qui a éclaté là-bas nous a chassés 2 ans plus tard et qu'on a été parachutés en France, alors j'arrivais, mais pas avec la barrière de la langue, puisque tout d'un coup, j'arrivais dans un pays où on parlait ma langue maternelle et où j'allais avoir la tête des gens. Mais vu l'expérience que j'avais vécue, je ne me sentais pas du tout comme les autres. Alors pendant des années, en fait, je ne savais pas d'où j'étais. Et ces histoires de bagages, de langue, et de revanche aussi un petit peu sur la vie, parce qu'on ne sait pas trop où on est, ça m'a forcément tout de suite parlé. En plus, au Liban, les filles ne sont pas traitées comme les garçons. Et voilà, cette maman qui n'est pas allée à l'école, ou qui n'a pas appris à lire, mais sa fille lit. Pour moi, c'était comme un feu d'artifice, en fait. Pour moi, c'est tout d'un coup, mon cœur bondit. Quand quelqu'un me dit ça, je me dis, mais rien n'est jamais perdu. Et puis, c'est tellement incroyable. Et du coup, les 2 proverbes de l'histoire de la vallée peut naître la montagne. Et je suis la maman qui dit à la fille, je suis la graine, tu es l'arbre. Pour moi, la vie, c'est ça, en fait. On vient sur Terre pour faire un truc pareil, dans un cadre quel qu'il soit, mais on vient, et de graines, on devient l'arbre, et puis on donne une graine à quelqu'un qui en fera un arbre, et puis ça fait des forêts. Donc je me propose, pour qu'on entende un petit peu de quoi il s'agit, de vous lire le début de Ma mère s'écrit avec une petite étoile. Vous avez parlé, Sophie, vous avez rapporté les propos de Koshka qui disait l'éditeur a accepté, on va le mentionner. Ce sont les éditions Thierry Magnier qui a cette collection Petite Poche qui est très jolie avec des couvertures assez graphiques et c'est assez épuré à l'intérieur. C'est très agréable à lire. Il faut aussi saluer le travail des éditeurs. J'ai oublié de dire en introduction que le livre était dédié à Sophie Bouquerel et à sa maman. Ouais. Officiellement, ma venue au monde date du 16 mai 2009, mais ma mère m'attendait depuis beaucoup plus longtemps. Pour être précise, elle m'attendait depuis sa 7e année, quand son petit frère est né, Al-Jalil. En arabe, ça signifie le splendide, le magnifique, le vénérable, le divin. À cette époque, en découvrant son frère si beau, si choyé, si tendre, si potelé, ma future mère, qui n'était qu'une petite fille, a jeté au loin sa poupée. Pourtant, elle avait peu de jouets, mais elle voulait un bébé de chair et d'os, pas un bébé en plastique. Et elle s'est mise à me parler dans son ventre. Elle ne savait pas quand j'arriverais, ni si je serais un garçon ou une fille, mais elle savait qu'un jour elle m'aurait. Elle dit que c'était écrit. Donc, ma mère s'est mise à me parler dans son ventre, qui était celui d'une petite fille. Elle me disait que j'aurais tout ce qu'elle n'avait pas, surtout l'école et la lecture, et l'écriture, même si pour elle, ce monde était inaccessible. Car elle était la 5e fille dans sa famille. Alors, bien sûr, ce n'était pas la peine d'y penser, surtout maintenant qu'il y avait un fils. Mais ce n'était pas grave, parce que quand quelque chose est foutu, ça donne la rage, et la rage, c'est de l'énergie, ça permet de changer la vie. Donc, elle me l'a promis. Elle m'a dit que je pourrais choisir ma vie. Mais d'abord, elle devait grandir, puis elle devait partir de l'autre côté de la mer Méditerranée, là où l'école est obligatoire pour les garçons et pour les filles. Parce que l'école, c'est l'avenir. Elle m'a dit que c'était écrit. Voilà pour l'entrée dans les mots de ce récit, Koshka. Moi, j'étais très très heureux de découvrir ce texte et ça, voilà, ces mots à la fois très simples et à la fois profonds. Donc le récit est porté par une petite fille dont on ne connaît pas le prénom. Si on le dit un peu plus tard, pardon,
Moi-même, je l'ai oubliée, en fait. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais en fait, c'est un peu moi, cette petite fille. C'est à la fois moi et toi. C'est peut-être pour ça que même moi, j'ai oublié son prénom, j'en sais rien. Donc cette petite fille parle de ce que sa mère lui a transmis, de son récit, de voilà, un jour je t'ai rêvé dans mon ventre, je te parle depuis que j'ai 7 ans, et tu auras accès à la lecture. Et donc c'est cette petite fille, une fois née, qui raconte l'histoire que sa maman lui a transmise. Et donc dans cette histoire, effectivement, l'écriture, le langage, le dictionnaire, l'instruction sont assez centrales. Et aussi cette notion de transmission, puisque dès le début, c'est la petite fille raconte ce que sa maman lui a transmis. Comment êtes-vous arrivé à choisir ce chemin de la transmission? Est-ce que ça a été évident de parler depuis la petite fille? Alors, de parler depuis la petite fille, non, c'est facile parce que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir grandi. Il y a une part de moi qui est encore toute petite et je continue à me bagarrer comme quand j'étais petite contre les malentendus, les incompréhensions, les barrières. Quand j'étais petite au Liban, ben voilà, je ne pouvais pas parler aux gens en arabe dans certaines situations. Cette impression, voilà, d'être étrangère et d'être étrange et mal comprise m'a poursuivie pendant très très longtemps, et elle a continué encore à me poursuivre en France, mais plus à travers moi. Là, pour le coup, j'avais le français, mais le premier de mes fils est un enfant autiste et qui avait une utilisation du langage très particulière, et donc de nouveau il y avait une barrière, et il a fallu avec Mathieu apprendre quel était son langage à lui, et donc de nouveau cette barrière de la langue. Et en fait, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, va me poursuivre toute ma vie. D'ailleurs, j'ai changé de point de vue entre il y a quelque temps et maintenant. Pendant très très longtemps, je pensais que avec les gens qui parlaient la même langue, on se comprenait, et que de temps en temps, il y avait des malentendus. Et puis maintenant, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je crois que la règle, c'est le malentendu. On croit qu'on se comprend parce qu'on emploie les mêmes mots, mais on oublie de penser que chacun met quelque chose derrière le mot. Et le fait d'avoir eu la chance, je dis la chance, il y a quelque temps, j'aurais dit la difficulté d'avoir eu un enfant autiste, mais en fait, cet enfant m'a transformée. Et le fait d'avoir eu Mathieu, et avec Mathieu, on se comprenait quasiment jamais. Donc la règle, c'était on ne se comprend pas, même si on parle avec les mêmes mots. Eh bien, en fait, maintenant, je pars du principe qu'avec les gens, on ne se comprend pas, donc il faut affûter. Il faut affûter son langage, il faut être sûr qu'on s'est compris, il faut aller dans un langage très, très subtil. Et ça m'a mis sur un chemin d'une grande délicatesse, en fait. Et les choses se sont inversées. La barrière de la langue, qui autrefois a été terrible, c'était comme des remparts. Et bien en fait, aujourd'hui, c'est plus tellement la barrière de la langue qui m'intéresse, mais c'est comment ciseler les relations avec les gens, comment aller plus à cœur, Mais voilà, c'est le même chemin, mais qui se poursuit plus loin. Alors, dans les mots de la petite fille qui raconte le parcours de sa maman du Maghreb à la France, l'arrivée en France, etc., etc., pour le coup, il y a assez peu de malentendus. Le monde est simple dans le récit de l'enfant, même si on sointe les difficultés que sa maman a pu lui transmettre. Ben, la maman, elle lui a raconté cette histoire-là, elle lui a dit qu'elle avait traversé la mer, mais on protège son enfant, on ne lui dit pas que la mer, c'est aussi une mer de larmes. Parce que pour moi, je crois que pour arriver au fait que la barrière de la langue soit devenue maintenant une espèce de curiosité qui me mène vers les autres, ben, au milieu de ça, il y a une mer de larmes. Parce qu'en fait, sur mes plus de 50 ans de vie, il n'y a que depuis, c'est même pas quelques années, quelques mois, que je me sens de partout
mais jusqu'à il y a plus de 50 ans, je me suis sentie de nulle part, avec cette barrière de la langue d'abord, parce que je n'avais pas l'arabe, et puis après en France, parce que j'avais le français, mais appris d'un autre endroit, avec une histoire différente, donc pas toujours. Je me souviens, quand je suis arrivée à l'école en 5e, en cours d'année, le professeur nous fait faire une dictée, et il fallait faire ensuite une rédaction, et dans la dictée, quelqu'un se pendit à la sonnette. Et moi, je ne connaissais pas, je prenais les mots au pied de la lettre, et se pendit à la sonnette, il s'était pendu. Mais c'est pour vous dire, je me souviens, il a écrit au stylo bic noir, il a mis un point d'exclamation et c'était comme s'il avait ri de moi, il s'était moqué. Mais c'était pour vous dire dans quel état j'étais arrivée, en fait. Donc, voilà. Et donc, là, pour le coup, le récit que porte cette petite fille, qu'elle tient de sa maman, pour le coup, est beaucoup plus simple et limpide. Oui, parce que la maman, elle a passer les épreuves et puis surtout elle ménage sa petite fille. Mais je pense qu'il y a une double lecture à apporter au texte. Oui, parce que la maman ne fait pas non plus mystère de certaines difficultés comme le racisme, s'extraire d'une famille assez patriarcale, c'est ce qu'on comprend. Elle travaille assez jeune, puis elle vient en France avec ses économies, puis elle est dans un foyer de jeunes travailleuses, et puis, etc. etc. Donc ces difficultés-là, on les sent, mais on les sent avec la simplicité naïve de cette petite fille qui nous parle. Oui, j'avais envie d'avoir les yeux réparateurs de la petite fille, son innocence, pour que le texte ne soit pas lourd, mais les difficultés ne sont pourtant pas très très loin. Mais quand on est arrivé du Liban, en fait, et que moi, du coup, je parlais simplement avec les gens, maman, moi, je suis arrivée avec la tête des gens d'ici, mais maman, elle est arrivée avec sa tête orientale. Et le racisme, dans l'immeuble où on vivait du côté de Versailles, il était là. Les gens ne me traitaient pas, moi. Quand j'étais pas à côté de maman, les gens ne nous associaient pas et on ne me traitait pas de la même manière que maman. Donc ça aussi, je le prenais en plein cœur. C'était difficile, ça aussi. Et c'était même... Moi, je venais d'un pays où il y avait une double culture. Enfin, il y avait l'arabe et le français, puisque le français est quand même très présent à Beyrouth. Et il y avait les étrangers sont très bien accueillis. Et là, maman n'était pas bien accueillie. C'était très choquant pour moi. Mais c'est cette chose aussi qui est belle dans le livre, c'est que le monde a l'air simple. Ça a l'air simple d'immigrer, ça a l'air simple... Enfin, malgré tout, il y a cet optimisme que ça pourrait l'être. Bien sûr, en dessous, on sent que ça ne l'est pas toujours. On sait que dans le monde dans lequel nous évoluons, c'est très compliqué. On le voit chaque jour lorsqu'on dénombre les canaux en Méditerranée et les tragédies. Mais néanmoins, dans le regard de cette petite fille, il y a l'optimisme que ça pourrait exister simplement. J'ai eu la chance, pendant la guerre au Liban, quand on descendait dans les caves, que papa... alors la cave était commune. Il n'y avait pas une cave par appartement, c'était une grande cave. Et il y avait un escalier. Et papa alignait tous les enfants de l'immeuble sur l'escalier. Et il nous emmenait dans le livre de la jungle. 100 livres. Il comptait, il ne se souvenait pas du livre de la jungle, ça je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Il se souvenait des personnages et il racontait, parce qu'il y avait une urgence à faire rêver ces enfants-là alors que ça bombardait. J'ai eu la chance, quand j'étais petite, d'avoir des contes à la maison. Et j'ai la chance folle de croire aux contes. Donc... si on croit aux contes, on ouvre un livre, et Sophie pourrait vous en parler, et on s'enfuit, on part ailleurs. Donc cette petite fille, c'est ça qu'à la fin de l'histoire, elle dit, parce qu'elle sait lire à la fin de l'histoire. Et dans sa chambre, il y a des contes orientaux, et elle dit, je vais les raconter à ma maman. Cette fille, on lui a transmis la lecture, on lui a transmis le rêve. Et après, elle est armée pour emmener les autres dans le rêve. Pour moi, à la fin, d'une certaine manière, ça s'inverse. Elle va prendre la main de sa maman et elle va l'emmener dans Simbad le marin, elle va l'emmener dans Ali Baba, et voilà.
vous disiez tout à l'heure que vous considériez maintenant votre travail ou votre façon de faire comme une envie de passer des histoires, de faire résonner votre histoire avec celle des autres, et en l'occurrence pour celle-ci avec celle de Sophie. Et j'avais envie de vous demander, Sophie, vous, effectivement, comme le disait Koshka, vous avez, voilà, vous venez aussi d'une maman qui a émigré, qui ne savait pas lire et pas écrire, et vous êtes devenue directrice de bibliothèque. Et comment ces questions-là ont joué dans votre parcours, et puis comment vous avez reçu ce livre, et plus largement votre parcours à vous, quels échos à celui de votre maman, le vôtre, etc. Comment avez-vous reçu ce cadeau, j'ai envie de dire, ou cette bonne surprise? Oui, ce cadeau. Surtout que j'arrivais pas à mettre les mots, moi, sur cette histoire. Depuis toute petite, j'ai toujours assumé le fait que ma maman ne sache pas lire, que c'était pas une difficulté. Je l'ai toujours accompagnée dans sa vie. Je suis rentrée dans ce métier sans avoir conscience que c'était cette fonction-là qui me correspondait, qui était vraiment, qui parlait profondément, qui me permettait de transmettre aussi le fait que les livres étaient un bien commun et une forme de liberté. Donc en tant que médiatrice du livre, je suis allée plutôt vers les publics en difficulté, vers les personnes incarcérées, toujours dans l'optique de rendre ce livre accessible à tout le monde, et plutôt le livre comme un outil de liberté. Et j'ai suivi mon parcours comme ça, et toujours en fait avec cette idée que ma maman, j'avais des choses aussi pour elle à faire, que j'acceptais pas cette inégalité. Et puis encore aujourd'hui, je travaille vraiment sur l'optique en me disant qu'il y a tellement de gens qui savent pas lire, ou qui ont des problèmes de vue, ou qui ont des problèmes de compréhension dans notre monde. Donc je travaille beaucoup sur le facile à lire et à comprendre, qui sont des outils aussi pour rendre accessible le monde actuel. On est coupé du monde. Maman, elle a développé beaucoup de capacités à côté de ça. Elle ne savait pas lire, mais elle a une force de caractère. Et en fait, j'ai jamais vécu ça comme quelque chose d'honteux. Mais je pense que par rapport au langage, par rapport à l'écriture, je reste marquée, je suis pas à l'aise dans l'écrit. Et donc la rencontre avec Koshka, c'est comme les mots que je n'arrivais pas à sortir. Quand j'ai découvert le livre, c'était, je la reconnaissais, ma maman, alors qu'on n'a pas du tout échangé autre que ce simple fait que j'étais bibliothécaire. J'ai reconnu des émotions, j'ai revu la petite croix de signature, et le fait qu'elle le symbolise par une étoile, ça a été plein d'émotions. Et j'ai offert ce livre donc à ma maman le jour de la fête des mères. Et on s'est isolées toutes les deux, et il a fallu que je lui lise. Et là, ça a été un moment très, très dur, en même temps très... Voilà, les mots sortaient, et c'était les mots que je voulais lui adresser, mais que quelqu'un d'autre avait portés pour moi. Et bon, évidemment, ça a été plein d'émotions, ça l'est toujours quand je repense à cet instant-là. Et c'est son livre de chevet. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle a sa petite table de chevet, et dans son tiroir de sa petite table de chevet, c'est le livre est là. Et donc je me dis, bon, c'est son livre de chevet. Elle ne sait pas lire, mais c'est son livre de chevet. Voilà. J'imagine effectivement l'émotion. Et alors, quelle a été la réaction de votre maman? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Enfin, on a envie de savoir. Pardon, hein, je sais que c'est... Elle a été très touchée, on a beaucoup pleuré toutes les deux, mais voilà, il y a quelque chose, est-ce que c'est d'elle que ça parle? Non, elle se recherchait, elle, dans l'histoire. Je lui dis, mais non, maman, c'est une fiction, c'est l'auteur aussi qui parle d'elle. Enfin, les codes de la lecture, les codes d'une double lecture n'étaient pas tout à fait là, donc on a relu plusieurs fois, mais
Elle est restée assez discrète sur ce que ça lui procurait. Après, on a eu la chance d'avoir un très bel article sur Ouest France quelques temps après, lors de la sortie du livre, qui a été complémentaire en fait du livre sur l'histoire et mon histoire un peu plus personnelle. Et voilà, tout ça, et tout un parcours, toute une. Enfin, depuis 3 ans, en fait, ce livre, il est entre nous et on s'est retrouvés hier avec Koshka et il y a quelque chose de commun en fait qui est naturel et voilà. D'accord. Et cette question de, alors j'ai pas envie de dire les mots qui n'iraient pas. Est-ce qu'on peut parler quand on n'a pas pu apprendre à lire et à écrire, on est analphabète. Oui. C'est ça. Et lorsqu'on lit, lorsqu'on a appris mais qu'on lit avec difficulté ou mal, on est illettré, c'est ça? C'est ça. D'accord. Enfin, je préférais c'est faire deux termes qui sont très différents, puis c'était pas des choses qu'on assume tout à fait de la même manière aussi. De dire que sa maman est illettrée, je pense que c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a eu un parcours avant. Pour moi, le fait que ma maman, petite fille, n'ait pas eu la chance d'aller à l'école, étant l'aînée de 9 enfants, voilà, elle s'est occupée de ses frères et sœurs en Algérie. Par contre, elle a eu la force de caractère quand même d'elle faire la démarche vers 9 ans d'envoyer ses frères et sœurs à l'école. Et ça a été toujours une fierté pour elle que voilà, nous, on n'a pas eu la chance, les 4 premiers n'ont pas eu la chance, mais les suivants vont y aller et je vais faire en sorte que mes frères et sœurs y aillent. Donc vraiment, l'accès... Et puis, c'était pas si difficile parce que, voilà, elle n'avait pas eu la chance. On n'a pas toujours tous les mêmes chances à la base. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a une force de... Elle a appris très vite à compter, par contre, puisqu'elle a travaillé très tôt, à 9 ans, dans une boulangerie. Et donc, elle a rendu la monnaie. Et par contre, voilà, elle a développé plein d'autres capacités, voilà, elle n'a jamais eu le temps de se remettre à travailler, à se dire je suis passée à côté de quelque chose. Non, c'était comme ça. Et dans votre métier, votre pratique quotidienne, est-ce que vous êtes très souvent confronté à l'illettrisme ou à l'analphabétisme? Et comment vous... Parce que c'est vrai qu'en France, on se dit, ah là là, tout le monde va à l'école, tout le monde sait lire et écrire, comme si c'était quelque chose d'évident. Et est-ce que ça l'est autant qu'on le croit ou... Non. Non, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté par rapport à la lecture, notamment avec tout le travail, enfin tout l'administratif, notamment aussi maintenant sur le fait que beaucoup de choses parlent pas le numérique. Il y a beaucoup de gens qui sont coupés du monde, mais qui sont les personnes les plus discrètes possibles et qui, du coup, ne veulent pas le montrer et on ne sait pas les accueillir, en fait, dans les lieux. On ne crée pas les codes communs qui vont permettre aux gens d'être à l'aise dans la vie quotidienne et de comprendre le monde. Donc, il y a quelque part, quand on ne sait pas lire, on a une forme voilà, on est coupé d'une partie du monde, quand même. Et les illettrés, parce que j'ai travaillé beaucoup avec la boîte aux lettres, une association sur Alençon. J'ai travaillé aussi auprès vraiment de publics arrivant en France aussi. On a rencontré hier des élèves allophones au collège Guillaume de Normandie. Et c'est quelque chose, c'est un livre qui leur a énormément parlé parce qu'il y a la barrière de la langue pour beaucoup. Il y a l'apprentissage d'un nouveau code social quand on arrive d'un pays étranger. Et en fait, même en France, des gens qui grandissent en France sont coupés du monde. Enfin, c'est des gens qu'on oublie, en fait, c'est l'impression. Et moi, je suis rentrée dans ce métier vraiment dans cette optique-là, médiatrice du livre, animatrice, aller vers les publics en difficulté, aller vers les publics empêchés. Et voilà, c'était ce droit humain, c'est un droit de lire, quoi. Et d'avoir les codes pour en être dans la société, en fait. Voilà. C'est drôle, vous avez dit, ces publics-là, on ne sait pas les accueillir, ce qui m'a évidemment fait résonner avec ce dont vous parliez de votre arrivée au Liban, votre arrivée du Liban, pardon, et cette notion d'accueil de l'autre, de la difficulté à rencontrer aussi parfois. Et, ça fait écho à ce que vous disiez, Koshka,
au début de cet entretien. Et j'avais envie de vous demander, voilà, Sophie parlait de ces élèves que vous avez rencontrés hier. Vous me disiez que pour des questions de pandémie, etc., vous aviez eu peu l'occasion encore de parler de ce livre. Et donc peut-être ces élèves hier vous ont été vous pouvez nous raconter cette rencontre? Ben, en fait, la rencontre d'hier, elle était vraiment très spéciale. Alors, c'est effectivement les premières fois que je parle de ce livre-là, donc un certain temps après qu'il soit sorti. Et la première rencontre, donc hier matin, dans cette classe avec ces enfants-là, elle a été aussi extrêmement particulière. Je n'avais jamais vécu de rencontre comme ça depuis 20 ans que j'en fais, parce que l'enseignante n'avait pas eu le temps de parler de notre venue à ces élèves. Donc en fait, quand ils sont arrivés dans la classe, ils ne savaient même pas qui on était. On ne leur avait donc pas du tout parlé du livre. Donc on arrivait en fait sur un terrain totalement vierge. Et c'est surtout l'enseignante qui s'appelle Mireille, j'ai oublié son nom de famille, qui faisait la médiatrice pour le coup, parce qu'il y avait des élèves d'horizons différents, certains qui maîtrisaient un peu le français et d'autres pas du tout. Il y avait les élèves avec leurs origines différentes, plus le masque. C'était beaucoup de barrières. Mais curieusement, elle, avec sa façon d'être et sa bienveillance et son sourire, enfin, je ne sais pas comment Sophie l'a vécu, mais pour moi, d'une certaine manière, il n'y en avait aucune. Parce que comme ils venaient tous d'horizons différents, comme nous, on arrivait avec ce livre-là, comme moi, j'ai aussi des horizons lointains, et bien en fait, curieusement, dans cette classe de nulle part et de partout, mais curieusement, moi, j'étais très bien. Et puis en plus, comme souvent quand j'arrive dans une classe, je suis l'auteur avec la hauteur que ça nous donne, hauteur. Et ben là, vu qu'on n'était même pas attendu, finalement, on était tous au même niveau. Et ben il y avait une égalité dans cette classe. Et c'est d'en parler, là, que je me rends compte, qui était tout à fait extraordinaire. Et chaque enfant avec son prénom incroyable. Il y en avait une qui s'appelait Rosamonde, la rose du monde. Il y en avait une autre qui s'appelait Lila-Li. Eh bien, j'ai dit, Lila-Li, toi, tu vas lire ici. Lila-Li. Ils avaient tous des prénoms incroyables. Et moi, leur prénom, c'était la graine qui porte l'arbre. C'était, je me disais... Mais ces enfants-là, ils portent en eux leur destin. Et ce n'est pas par hasard s'ils sont là. Et je leur disais, mais vous allez voir, plus la vallée est profonde, plus la montagne sera haute. Et hier, c'était perceptible pour moi, les trésors que ces enfants apportaient avec eux. Et quand vous disiez, on était mal accueillis, on les accueille mal. En réalité, moi, je pense qu'on s'accueille tous très mal, dans le sens que quand l'autre vient, on est tous tellement mal, d'une certaine manière, quelque part, qu'on a besoin de trouver sa place. Alors, on attend dans l'autre, on parle de nous. On n'a pas conscience que l'autre est un grand trésor et on n'a pas conscience du grand trésor qu'on est. Et on s'attend toujours au tournant, au lieu de ne rien attendre du tout, de se dire qu'on est tous d'une planète différente, qu'il n'y a pas un Français. Moi, je ne sais pas d'où j'étais, finalement, c'est ma chance immense. Je suis ni libanaise, ni française, ni franco-libanaise, j'ai un enfant autiste, il vient d'une autre planète. Moi, je crois aujourd'hui qu'on vient tous de planètes très lointaines, qu'on atterrit sur la Terre, comme le Petit Prince, et qu'il s'agit de se rencontrer en un point où on sera tous le même, qui est le cœur du monde. Et les échos dont je parle, ce qui s'est passé en fait avec Sophie, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que finalement, et le fait qu'elle m'ait très peu dit de choses sur sa maman, mais qu'elle retrouve sa maman, c'est bien la preuve que en la maman, donc en la mère, M-E-R-E et M-E-R, on se retrouve. Et hier, en parlant, elle m'a dit encore des choses. Elle m'a dit, moi, je travaille sur le facile à lire. Tu me corriges si je me trompe, parce qu'en fait, c'était aussi très court. En fait, on se rend compte sur des choses très courtes. Et moi, je me dis, mais on va faire quelque chose. Sur le facile à lire, elle me dit, nous, on travaille sur des pictogrammes pour que les gens qui
avec qui on a du mal à parler se comprennent. Et puis on va voir des enfants ou des adultes, je ne sais pas, handicapés qui valident la simplicité de ce qu'on fait. Moi, j'ai mis au monde un fils autiste, c'est mon petit prince. Et j'ai compris pourquoi dans Le Petit Prince, le renard dit, pour s'apprivoiser, tous les jours tu viendras au même endroit, à la même heure, comme ça, moi, 5 minutes avant, je t'attendrai. Et chaque jour, tu t'assieras un petit peu plus près, mais surtout, tu ne parleras pas, parce que le langage est source de malentendus. J'ai compris pourquoi les autistes ne parlent pas, parce que les autistes, c'est pas qu'ils sont moins forts que nous, c'est que les autistes, ils ne passent pas par les mots, ils passent par la télépathie. On a vu des autistes ne pas parler, être mis en face de personnes roumaines et tout d'un coup sortir des mots en roumain, eux qui ne parlaient pas. En fait, le langage est source de malentendus parce qu'on croit qu'on met les mêmes choses derrière les mots. Et la chance d'accueillir des étrangers qui ne parlent pas notre langue. Quand Mathieu ne parlait pas, il caressait mes cheveux. Ça, je peux vous assurer que ce n'est pas source de malentendus. Quand la petite fille dit à la femme, maman, quand elle signe, elle met une petite étoile. Mais ça, ce n'est pas source de malentendus, c'est tout d'un coup tout le ciel qui tombe sur la terre. Et moi, je crois qu'il faut arrêter de penser que l'étranger arrive maladroit. Non. L'étranger, il arrive avec un trésor lointain. Et nous, on est là avec notre trésor qui est lointain aussi. Finalement, en fait, on est très loin l'un de l'autre, mais le trésor est au milieu. Et il ne faut pas penser que... Il faudrait arrêter de penser que l'autre est handicapé, en fait. Il faudrait comprendre qu'on est tous handicapés avec un don surnaturel. Voilà, avec un don qui vient d'un autre monde, parce qu'en fait, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va, on tombe sur la terre pour se rencontrer. Alors chaque jour, approchons-nous l'un de l'autre, oublions le langage. D'une certaine manière, le livre, c'est une médiation. Excusez-moi, ça me fait pleurer, mais parce qu'en fait, j'ai manqué des mots, j'ai trouvé les mots, et aujourd'hui, je comprends qu'on va vers le sans mots. Qu'il s'agit de se rencontrer dans un silence. Il y a eu une expérience extraordinaire avec les réfugiés. On les a mis, on a fait rentrer dans une salle, ça a été filmé sur Internet, on peut les trouver sur YouTube. On a mis dans une salle 2 chaises, 2 tabourets, je crois qu'il n'y avait même pas de dossier. Il y avait une personne d'un côté et on faisait rentrer un étranger de l'autre. Et il s'agissait de ne pas se parler, mais de se regarder dans les yeux. Et au bout de 5 minutes, les gens pleuraient. Eh bien, c'était la mer qui relie les gens. C'est la mer Méditerranée qu'on traverse pour se rencontrer. Et je me suis dit, mais c'est ça l'humanité, en fait. C'est ça, c'est à ça qu'on est invité. D'une certaine manière, la tour de Babel, mais c'est une... On nous a joué un sale tour avec toutes ces langues différentes. Et il s'agit de comprendre que derrière la langue, il y a la lumière. Et avec Sophie, j'ai l'impression, quand elle m'a dit « on va voir les handicapés pour qu'ils valident nos faciles à lire », d'une certaine manière, après avoir fait le chemin des mots, faisons le chemin du sans mots. Et là, l'handicapé nous surpasse parce que lui, en fait, il court avec ses bras ouverts et il vous saute dans les bras et on n'a plus besoin des mots. Et en réalité, pour moi, les imparfaits, entre guillemets, et les handicapés sont un cadeau. Ils ont une force qu'on n'a pas. C'est que justement, ils passent par le sans mots, ils passent par les faits qui sont des gestes. Et hier, j'avais envie de dire aux enfants allophones, parce qu'on leur disait « mes faits ». Et moi, j'avais envie d'écrire F et E. Fée, enfin devient une fée. Voilà. Et outre cette grande porte d'humanité que vous venez de nous relater, que ces élèves ont ouvert chez vous, et merci pour ce récit. Et quel a été leur accueil du texte, du livre? Qu'est-ce qu'ils vous en ont dit, au-delà de ce qu'ils vous ont raconté sans les mots? Ou avec des petits détails, qu'en ont-ils dit? Peut-être, Sophie, vous pouvez...
Il y en a beaucoup qui parlaient pas très, qui n'étaient pas très à l'aise pour parler, mais ça remonte chez eux le fait qu'ils sont aussi dans une situation où en fait leurs parents qui viennent d'arriver parlent beaucoup moins. Enfin, à eux, ils sont à l'école pour apprendre et qu'ils sont aussi un peu les parents de leurs parents, dans le sens où ils les accompagnent dans les démarches administratives, chose qui me parlait complètement. Voilà, ils sont aussi les traducteurs. En fait, ils accompagnent leurs parents au quotidien dans toute leur vie voilà, administrative et sociale. Le livre, ils ne le connaissaient pas, donc on n'a pas eu beaucoup de retours. Par contre, le salon a gentiment offert à tous les élèves un exemplaire du livre. Et moi, ce qui me touchait, c'était la manière dont ils recevaient physiquement, justement. Où tout de suite, ils ouvraient, ils étaient déjà plongés dans une lecture. C'est l'avantage de cette collection Petite Poche aussi. Pour revenir sur l'éditeur Thierry Magnier, je trouve que c'est une très belle collection qui, quand on peut adresser vraiment à plein de gens, à des adultes en apprentissage de la lecture. Il y a quelque chose qui n'est pas inquiétant voilà, c'est écrit, c'est espacé, le fond est toujours très fort, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut proposer à des personnes en apprentissage. Et là, moi, ce qui me touchait hier, c'était ça. C'était cet objet, déjà, dans leurs mains, en fait. Et après, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent partager aussi, c'est quelque chose qu'on peut lire à voix haute ou qu'on peut partager aussi avec ses parents. Enfin, je ne sais pas ce que ça va devenir. Et si je comprends bien la poétique de votre propos sur le geste, la perception et en tout cas le dépassement du langage, je me demandais comment vous vous posez cette question, comment on écrit sans mots. Quand j'étais au Kazakhstan, un jour, les élèves m'ont demandé, alors j'intervenais avec des grands, pour le coup, c'était à l'université, parce qu'il fallait quand même qu'ils maîtrisent la langue pour avoir accès à mes textes. Et ils m'avaient dit, Koshka, est-ce que tu as un rêve de livre? Alors je leur avais dit, oui, moi je voudrais écrire un livre où il n'y ait qu'un mot. Et puis je m'étais surprise à leur dire ça, parce que justement, j'ai mis tellement de temps à apprivoiser les langues. Donc un mot, ce serait peut-être plus facile. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, ce mot n'existe pas. Ce serait les pages blanches, ce serait le silence. Je crois que quand on atteint enfin l'amour, on n'a plus besoin des mots. Je crois que ce langage n'a qu'un seul but, c'est l'amour. Et ça, c'est au-delà des mots. Quant à votre question tout à l'heure, en fait, les enfants, hier, ils n'ont pas eu le livre. Ils ne savaient même pas qu'on venait. Donc, en fait, le livre viendra après la rencontre. Par contre, ce que j'avais aimé, c'est qu'à la fin, il y a une petite qui a levé la main et qui a dit qu'elle avait envie peut-être d'écrire son histoire et elle me demandait si elle pouvait envoyer quelque chose. Et il y en a une autre qui disait, moi, je ne veux pas raconter mon histoire, c'est trop dur. Enfin, il y avait, voilà, c'était... J'avoue qu'hier, ce qui était beau, c'est que tout le monde était à la fois petit et grand. Devant ces enfants-là, on a tellement conscience de leur parcours, de la difficulté des choses, on se dit, mais c'est pas humain, d'une certaine manière, d'être si jeune et d'avoir déjà vécu ça. Et l'enseignante nous disait qu'il y avait des élèves dont certains vont devenir SDF. Je ne sais plus, elle racontait ils sont pas au bord d'avoir fini de ramer, ces gamins-là. Et en même temps, mais bon sang, que ces enfants sont riches. On n'a pas conscience de cette richesse, en fait, de ces gens en difficulté. Il faudrait, en fait, quand je suis arrivée du Liban et que je suis rentrée dans ma classe en 5e, le professeur de français qui s'appelait Monsieur Jourdain, ça ne s'invente pas, Monsieur Jourdain a dit « La pauvre, elle arrive d'un pays en guerre ». Et moi, ça m'a choquée, parce que moi, j'avais envie qu'il dise « Elle vient d'un pays de montagne où il y a des oliviers ». Et il ne faudrait pas ne pointer chez le réfugié que ça,
parce que ça veut dire qu'il se réfugie chez nous, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans son bagage de grottes et de montagnes et de soleil et de champs et de... Je ne sais pas... Non, mais c'est très bien. J'ai pas grand-chose à dire. Oui, Sophie? Je croyais que vous étiez partie pour intervenir. Comme vous avez envie, Koshka, je crois, de nous parler de votre dernier texte, peut-être on peut peut-être clore la discussion par l'ouverture vers le dernier texte, mais avant, éventuellement, nos quelques spectateurs physiques, savoir s'il y avait des questions ou des choses sur lesquelles vous aimeriez rebondir, ou sur un des sujets de ce vaste tableau que nous avons esquissé. C'est à croire que vous avez été claire, malgré l'abondance de mots, vous avez été comprise. Oui. Moi, je viens juste dire que c'est beaucoup d'émotions. Et merci. Moi aussi, je veux dire, parce que Sophie dit qu'elle a reçu le livre comme un cadeau, mais vous n'imaginez pas comme c'est un cadeau que d'être reçu comme un cadeau. C'est ça le cadeau, c'est ça, c'est d'être reçu, c'est merveilleux en fait. Jamais j'aurais pensé que ce petit texte ferait ça. C'est les choses qui doivent advenir, et c'est une autre petite étoile. Et oui, en fait, ce combat de Matthieu d'avoir mis au monde un enfant qui ne parlait pas ou qui parlait très bizarrement et alors, quand il y a longtemps, il y a 20 ans de ça, j'ai écrit un texte qui s'intitule « L'enfant qui caressait les cheveux », puisqu'avant de parler, quand il voulait être en lien avec moi, il me caressait ou tirait en fait, il s'accrochait à mes cheveux. C'était pas toujours agréable, mais bon, je l'adorais. Et je m'étais promis, quand Matthieu aurait des amis, puisque de ce temps-là, il n'avait pas d'amis et puis qu'il ne parlait pas, que je réécrirais plus tard pour montrer, enfin sans tricher, voilà, j'attendais qu'il ait un ami pour réécrire un texte. Et puis, 20 ans après, je suis arrivée. Il y avait urgence parce qu'il avait des amis depuis longtemps. Il fallait que j'honore ma promesse. Et donc, j'ai écrit Le chant de Loun. Et donc, Matthieu, qui est autiste, enfin, c'est un lapsus, il est autiste, il a sa façon de penser différente, est devenu traducteur. Si ça, ce n'est pas un conte. Donc cet enfant il a tellement souffert de ne pas être compris que maintenant il met des mots et qu'il met en lien des gens qui parlent des langues différentes. Et ben, quand j'ai écrit Le chant de Loun, je l'ai donné à Matthieu, mon texte, et je lui ai dit, Matthieu, est-ce que tu pourrais éventuellement essayer d'écrire quelque chose? Et je lui ai dit, mais attention, je ne voudrais pas que tu dises, c'est beau ce que tu as écrit, maman, parce que en fait, on se comprend tellement tous les deux après s'être si mal compris, que ce n'était pas ça que j'attendais de lui. En fait, moi, j'espérais qu'il se reconnaisse un petit peu dans Loun et qu'il cautionne un petit peu mon personnage qui était fictif et pas, puisque quand même, il est fait de Matthieu. Et Matthieu a écrit quelque chose qui est devenu la postface, en fait, de ce texte-là, c'est un texte très important, je pense, pour les autistes. C'est pour ça que je me permets je ne suis pas du genre à me mettre en avant. C'est pas tellement... mon écriture, mais là, du coup, je suis la médiatrice, je suis maman d'un enfant autiste qui m'a tellement apporté que j'essaye de les aider maintenant à mon tour. Et Matthieu a fait la postface de ce texte-là et j'en suis restée baba, parce qu'en fait, j'ai mis plus de 100 pages pour faire une démonstration et lui, en même pas une page, il l'a faite. Et je me suis dit que c'était la cerise sur le gâteau, en fait. Et que la boucle était bouclée. Et puis, puisque vous étiez baba, il fallait bien une cerise sur le gâteau. C'est vrai, bravo. C'est vrai, non, entre les cadeaux, les étoiles et les pâtisseries, c'est assez appétissant comme conclusion. On en reste là ou il y a une dernière chose à dire? Merci. Merci à vous. Merci à vous et pour tout ce travail et d'avoir témoigné aussi de ce que ça, des chemins par lesquels ce texte nous est arrivé et par lesquels il va continuer. Et
En tout cas, merci à vous aussi d'avoir été là pour nous écouter en vrai. Et merci et bonne journée à celles et ceux qui nous écoutent dans un écran. Et bonne continuation, merci.